Hop là. Bonjour à tous et Bonjour, toutes. bonjour, Je vois qu'il y bonjour. a déjà pas mal de monde. Alors est-ce que vous pourriez vous manifester dans le chat pour qu'on puisse, déjà vous nous dire si vous nous entendez bien pour commencer? Et puis un petit bonjour, de ri voilà. Heu, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. On va se laisser, 2-3 minutes, que les d'autres personnes arrivent. Si vous quoi qu'il en soit, vous recevrez un replay à la fin que vous pourrez partager aussi autour de vous, et si vous trouvez que si ça vous a intéressé. Heu Bah, peut-être pour, moi ce que je vous moi j'aime bien faire ça en début de webinaire, que chacun dise un peu d'où il vient. Moi par exemple, j'habite à Orléans, donc s'il y en a parmi vous qui sont à Orléans, eh bien je serais ravi de pouvoir déjeuner avec vous, prochainement. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn et ce sera avec plaisir. Je crois qu'il y en a qui n'entendent pas. Alors est-ce que d'autres personnes n'entendent pas au-delà d'Adama ou pas? Ou tout le monde entend? En tout cas, je t'entends nickel, Arthur, et moi, je viens de Bruxelles, pays de la bière. Ah, mais il y a des bonnes bières à Orléans aussi, figure-toi. Une petite bière locale. Donc attendez, est-ce que tout le monde entend? Oui, il y en a oui, donc il y en a qui me disent qu'ils entendent. Casablanca, il y en a qui ont de la chance. Ça fait un Ouais, peu plus chaud que chez ouais, nous. c'est sympa. Moi, j'avais bien aimé. J'avais été là-bas déjà avec le boulot il y a quelques années. J'avais trouvé ça super. Et pour les vacances aussi, enfin bref, voilà. Le Maroc, c'est toujours sympa. Valenciennes, ça c'est pas trop loin de chez toi ça, Nicolas? Ouais, Oui, des copains. exactement. Bon, est-ce qu'il y a oui, encore un peu de monde qui va arriver, je pense. Ce que je vous propose, je vais peut-être fixer un peu, vous donner un peu les règles, du webinaire, du coup. Donc on s'est dit avec Nicolas, qu'on allait faire à peu près une demi-heure de présentation et donc consacrer un quart d'heure à la fin pour, répondre à vos différentes questions et pour ça, vous avez un onglet questions en bas à droite. Je vous invite à privilégier ce canal-là pour les questions que vous avez à poser. Parce que du coup, vous aurez la possibilité aussi de voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et donc, nous, on va consacrer évidemment un peu plus de temps aux questions qui auront recueilli le plus de suffrages. Donc, voilà, bon, s'il y en a sur le chat, on fera en sorte de les gérer, mais le mieux, c'est vraiment de privilégier l'onglet questions par rapport à ça. Voilà. Bon, il est 11h03. J'avais dit 2-3 minutes, donc je pense on va pouvoir démarrer. J'espère qu'Adama va pouvoir trouver une solution. J'ai l'impression que alors l'onglet questions, Inès, c'est en bas à droite. Vous avez un onglet questions. Vous pouvez donc les poser. Donc par ailleurs, donc déjà, je vous remercie aussi parce que je vu que vous étiez très nombreux à vous êtes inscrits à notre événement, donc ça, c'est super. C'est vrai qu'on en fait un par mois. Je vois qu'il y en a qui sont fidèles, qui reviennent régulièrement, d'autres qui vont pouvoir découvrir aussi donc Jumpmaker et donc iGo ou Igo d'ailleurs, je ne sais pas comment on On dit dit I go, ouais, avec iGo. cette notion de mouvement, on y va. Parfait. iGo, on y va. OK, très bien. Bah, on va pas tarder à y aller du coup. Et donc, bah, du coup, merci. Et puis voilà, donc on en fait un par mois. Je crois que iGo, on fait régulièrement aussi. Enfin, Oui, vous en faites on fait aussi des souvent. webinaires une fois par mois pour aussi vulgariser tout ce qui touche à l'expérience employée. Bah, voilà. Prochain devrait tomber dans quelques jours. Bon, bah, très bien. Et du coup, vous pouvez ainsi, en nous suivant sur LinkedIn, être au fait de nos actualités respectives. Donc, je vous invite également à suivre nos pages LinkedIn. On va pouvoir démarrer. Alors, je vais partager la présentation. Heu, J'espère que c'est la bonne. Est-ce que c'est bon? C'est la bonne, parfait. Tout bon. Donc merci à tous et à toutes, de votre participation à notre webinaire. Bah, peut-être qu'on va commencer par se présenter quand j'y pense, parce qu'on a beau se dire, il y en a qui ne nous connaissent pas encore, donc ça va être l'occasion. Donc, bah, vas-y Nicolas, je te laisse te présenter dans un premier temps. Ouais, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, c'est Nicolas, cofondateur d'Aigo, un cabinet qui a été lancé il y a quasi 2 ans maintenant, un cabinet qui travaille sur l'expérience employée, avec pour mission de populariser tout ce qui touche aux people operations, qui est une évolution pour nous du mandat RH, où on va un petit peu en parler aujourd'hui justement, donc je vais pas plus spoiler que ça. Et moi, j'ai fait 12 ans de consulting et je suis ingénieur informatique de formation. C'est ça qui est intéressant, je suis pas du tout RH de formation. Et donc moi, je suis Arthur Philippe, donc je suis CEO de Jumpmaker depuis 1 an et demi. Par ailleurs, je suis psychologue du travail et ça a fait, alors je dis 15 ans, mais en fait, j'ai remarqué que ça faisait un peu moins de 15 ans, donc je ne vais pas me vieillir trop tôt non plus, que je travaille dans la HR tech et j'ai, donc eu la chance de travailler dans pas mal de startups, que vous connaissez sans doute, des boîtes comme Assess First, comme Hello Work, comme CV Catcher et donc il y a 1 an et demi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre la direction de Jumpmaker.
Donc, il y a une boîte qui a 8 ans maintenant et qui est donc une plateforme digitale d'accompagnement de carrière. Voilà. On avait dit que c'est toi qui faisais l'intro, Nicolas, je crois. Donc, Ouais, je te passe la main pour que tu puisses présenter le déroulé de l'événement. et ben allez, c'est parti. L'idée aujourd'hui, c'est de revenir tous ensemble, donc de bien garder un temps, de bien un quart d'heure, 20 minutes à la fin, pour répondre à toutes vos questions-réponses. Mais là, sur la prochaine demi-heure, on va revenir sur cette évolution de la posture RH que nous, on constate dans nos rôles respectifs avec Arthur. Pour cela, on va commencer par dresser un petit constat, un état des lieux, d'où est-ce qu'on part aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de ce sujet-là d'évolution de posture autour de la fonction RH? Comment ça se matérialise avec ce rôle de RH coach que Arthur vous présentera? Et à la fin, je vous partagerai quelques conseils le plus actionnables possible pour du coup travailler sur cette évolution de posture concrètement dans votre quotidien. Et pour la fin, du coup, on répondra à vos questions-réponses. On vous encourage à mettre dans l'onglet questions et à voter dessus surtout pour faire remonter celles qui sont les plus pertinentes de votre perception. Merci, Nicolas. Du coup, Arthur, je te propose de commencer, Donc, complètement. d'attaquer. Donc, en fait, on s'est posé la question avec Nicolas au moment de préparer le webinaire, parce qu'en fait, quand on parle de rétrospective et du rôle historique des RH, je pense que vous pouvez taper sur ChatGPT, vous allez avoir un mémoire de 125 pages qui vous sera présenté. Donc, évidemment, on n'a pas le temps de tout aborder, mais on a pris le choix délibéré de partir sous l'angle justement de comment est-ce qu'au départ la fonction RH a été créée, par qui surtout, et qui ont mandaté pour occuper ce rôle-là. Et comme vous le savez, hein, bon, les militaires ont un régime spécial, ils ne partent pas à la retraite à 64 ans, ni à 65 ans. Au bout de 15 ans de service, ils peuvent prendre leur retraite dans le civil notamment. Et souvent, les entreprises aimaient bien faire appel à leurs compétences justement pour pouvoir mettre en place la structure RH dans leur organisation. Ils agissaient vraiment en tant que gardiens des règles. C'était un peu la fonction régalienne de l'organisation, l'application du protocole, etc. Et ils agissaient vraiment comme une courroie de transmission entre à la fois la direction et puis les collaborateurs. Et ils étaient là pour veiller justement au bon fonctionnement de tout ça, pour faire en sorte justement d'assurer la pérennité de l'organisation en tant que telle et de la structure en tant que telle. Et donc finalement, ça a été souvent perçu, à tort certainement d'ailleurs, plus comme une charge, plus comme quand on dit une contrainte, c'est-à-dire une charge financière pour l'organisation, plutôt vécu comme une fonction support finalement. Là où aujourd'hui on constate, et c'est heureux, que la fonction RH est devenue de plus en plus une fonction stratégique. Donc qui dit fonction stratégique dit fonction, donc dit investissement, qui dit investissement dit ROI attendu derrière. Là où quand on est évidemment sur une fonction support, on considère que c'est une charge et donc c'est simplement une dépense. Et donc, avoir ça en perspective, on a pris cet angle-là avec Nicolas parce que évidemment, c'est ce qui va derrière permettre de guider notre réflexion et de vous emmener là où on aimerait aussi vous apporter de la lumière sur notre expertise sur le sujet. Quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que la fonction RH en tant que telle était perçue dans une organisation très top-down finalement, où au sommet de la pyramide, il y avait le patron, et puis en courroie de transmission, il y avait le RH pour les collaborateurs, et avec une vision très administrative de la fonction RH. Donc voilà un peu très rapidement comment est-ce que au départ ça a été perçu par les organisations. Maintenant, évidemment, on ne peut pas continuer à avoir cette vision-là de la fonction RH. Nous, d'ailleurs, je pense que si on est là pour en parler aussi, c'est que vous êtes sensible à ces questions-là. Et notamment, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette fonction doit évoluer, quels sont ces nouveaux enjeux, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec Nicolas. Oui, donc effectivement, on parle d'évolution de posture RH, mais alors pourquoi? Pourquoi? Parce c'est vrai qu'on évolue quand même dans un contexte assez anxiogène, je trouve, depuis quelques années. Dans un contexte de guerre des talents, aujourd'hui, dont on parle beaucoup. On parlait de quiet quitting aussi récemment. Ça change à chaque fois de punchline et de terme. Mais en tout cas, le constat, c'est que les profils, et notamment les profils tech, sont très, très difficiles à recruter et sont sursollicités au quotidien. Il y a un effort très important qui a été récemment déployé pour justement travailler autour de cette expérience employée. Là où avant, on était plutôt sur une approche ressources. De moins en moins, on est sur une approche ressources et de plus, on est sur une approche où on va prendre soin des employés. Et la fidélisation devient du coup aussi un sujet clé. Là où on regardait beaucoup le sujet de l'attractivité avant, comme l'acquisition, comment attirer le plus les talents. Maintenant, on commence à regarder beaucoup plus la partie fidélisation.
rétention et même par extension engagement aussi. Chose intéressante, c'est que pourquoi aussi on en est là, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui ont amené à cela. Le premier, c'est que il y a un choc aussi générationnel. Moi, je le vois du haut de mes 34 ans. Je passe pour un. Je prends un coup de vieux quand dans l'ancien incubateur où on était, quand je discutais avec des jeunes de 20 ans, où je vois que les attentes et les volontés des nouvelles générations, millénials et génération Z, sont très différentes de celles que moi j'ai pu avoir en mon temps. Que ça soit bien ou pas bien, peu importe, en fait, là n'est pas le débat. L'idée, c'est, enfin, en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un vrai souhait d'avoir une vie perso plus équilibrée. En tout cas, moi, c'était pas du tout comme ça dans le contexte dans lequel j'ai évolué au démarrage. Donc, pour info, moi, j'ai commencé dans un contexte de sortie de crise économique tout début des années 2010. Soit dit en passant, moi, je suis aussi la génération de la crise, hein. J'ai eu la crise de 2001 avec l'explosion de la bulle Internet, la crise à l'arrivée sur le marché du travail avec la crise des subprimes, et là, la crise avec le Covid et tout ce qu'on connaît qui arrive ces dernières années. C'est qu'on est, moi, je suis très génération crise, ça fait partie du quotidien. Mais bon, bref. Autre chose, on constate aussi, ouais, c'est un peu anxiogène quand même quand on prend un peu de recul. On constate aussi que les métiers changent et ils changent de plus en plus vite et deviennent de plus en plus obsolètes. Tu mentionnais Arthur, ChatGPT, effectivement, ça vient complètement bousculer tout un tas de métiers existants aujourd'hui, mais aussi, enfin, faut le voir aussi comme une opportunité parce que ça va venir créer tout un tas de nouveaux métiers demain. Donc, beaucoup de choses changent. Il faut s'adapter en continu. Là où le Covid, peu importe selon les affinités, mais je préfère dire le Covid a aussi bouleversé les codes. On dit que le Covid a été le meilleur Chief Digital Officer puisqu'il a permis aux entreprises de gagner 7 à 10 ans de maturité sur leur partie digitale en l'espace d'un an. Donc, effectivement, hein, quand on voit que du jour au lendemain, on a tous été cloués à la maison, il fallait quand même continuer de travailler et d'opérer nos travaux quotidiens. Donc, le monde s'est pas arrêté pour autant. Donc, on s'est adapté. Et on a vu on a réussi à s'adapter. Donc, ça a changé, ça a bousculé là-dessus. Et l'écosystème RH, on voit que cet écosystème est aussi en train d'être en pleine mutation, notamment en France. Alors moi, je trouve sous l'impulsion de tout l'écosystème startup et scale-up français, autour de la French Tech notamment, qui amène toute une nouvelle dynamique, toute une énergie en fait qui fait beaucoup de bien, je trouve, à l'écosystème, avec une approche beaucoup plus employée sur le care, le soin des employés, beaucoup plus que l'approche ressources qu'on a pu connaître par le passé que tu décrivais juste avant, Arthur. Et donc, ça m'amène à la transition, Arthur, pour toi. Concrètement, du coup, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, cette nouvelle fonction RH? Comment ça se matérialise? Merci Nicolas. Alors, il y a un sondage normalement qui a été posé. Si vous l'avez pas vu dans l'onglet sondage, vous pouvez répondre à la question que vous a été soumise à l'instant. Ah bah voilà. Non, en fait, ah oui, d'accord. Ok. Donc c'était pas encore, c'était en brouillon. Donc bon, bah voilà. Comme ça, j'ai fait l'introduction pour le sondage. Parfait. Oui, donc ce que je voulais dire, oui, donc aujourd'hui, ce qu'on peut observer, euh, c'est que donc les changements contextuels que tu as soulignés impactent aujourd'hui très fortement le métier de RH. Donc concrètement, la fonction RH, elle doit évoluer. Et pour faire face à tous ces enjeux, on doit prendre en main la connaissance de ses propres collaborateurs. Euh, donc concrètement, ça veut dire quoi? Ah, concrètement, j'ai l'impression que ça veut dire que Arthur a dû appuyer sur un mauvais bouton en quittant le call. Vous m'entendez toujours bien, juste pour être sûr que ce ne soit pas de mon côté. Ok, cool. Cool. Ok, c'est les aléas du direct. On va faire avec. Concrètement, je vais faire un peu les sous-titres d'Arthur. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évolution de posture des RH qu'on a dressé. Ah Arthur revient. Arthur, j'étais en train de faire commencer à vouloir parler pour toi, mais comme tu reviens, je vais te laisser la place sur scène. Désolé pour. J'ai des petits soucis de. C'est pas la première fois que ça m'arrive en webinaire, ça m'agace un peu. Des petits soucis de connexion. Donc j'étais en train de dire que oui, ta fonction RH doit évoluer et finalement, c'est vrai que jusqu'à présent, on était surtout sur des fonctions de gestion de carrière jusqu'à présent.
vous savez, on rentrait dans une fonction. Moi, je vois mon grand-père qui a fait une carrière chez EDF, par exemple. Il est rentré en tant qu'ingénieur. Il a fini à un poste qui lui était déjà prédestiné. Aujourd'hui, tout ça est complètement remis en question, évidemment, puisqu'il y a à la fois une inflation des compétences, une inflation des métiers, qui fait que, et puis à la fois des aspirations individuelles qui sont pour plus de liberté, plus de sens dans sa fonction aussi. Et donc, la fonction RH aujourd'hui a vraiment opéré en tant que, comme plutôt une fonction de gestionnaire de carrière, de designer de carrière versus gestionnaire de carrière, qui implique aussi d'avoir une certaine posture coach. Alors, je m'arrête un peu là-dessus parce que souvent, on confond le rôle d'un coach, qui a une fonction précise avec un diplôme et une certification donnée, à une posture coach. C'est pas parce qu'on est une posture coach qu'on est coach par ailleurs, et l'un n'empêche pas l'autre. Et donc évidemment, l'idée, c'est quoi? C'est aujourd'hui de pouvoir être en capacité en tant que RH, un peu comme un agent de footballeur, si vous voulez, qui va gérer la carrière de ses collaborateurs, enfin de ses clients en l'occurrence, mais le RH peut avoir aussi cette rôle d'agent où il va justement l'accompagner dans son évolution professionnelle. Et ça implique quoi? Ça implique d'être vraiment au plus proche de sa singularité, d'être au fait de ses aspirations profondes, de ses motivations profondes, de ce qui lui donne envie de se lever le matin, et d'avoir cette fameuse posture justement de cette posture coach qui va être nécessaire à identifier des leviers d'engagement et de fidélisation de ses collaborateurs. Et dans cet espace-là, ce qui est important, c'est vraiment de créer un espace, enfin un environnement d'écoute active. Moi, ça m'arrive souvent face à mes clients, enfin quand je suis avec mes clients, qui me, qui me disent, mais moi le problème, c'est que si j'ai rien à me proposer à mon collaborateur, comment est-ce que je vais pouvoir avoir cette posture-là justement? Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une relation de couple, entre guillemets. Moi, je vois parfois quand je me confie à ma femme ou qu'elle se confie à moi, si on partage nos questions du moment, nos doutes, etc., on n'attend pas forcément de l'autre qui vienne nous apporter des solutions. Et d'ailleurs, quand on commence à donner des solutions, souvent on vise à côté, et ça crée plus de la frustration qu'autre chose, on a l'impression d'être pas compris, etc. Mais de créer un espace d'échange authentique, de dialogue dans lequel le collaborateur va pouvoir s'exprimer librement et authentiquement, ça va lui permettre, lui, de pouvoir aussi identifier ses propres ressources et d'avoir cette fameuse posture d'offreur de compétences qui est aujourd'hui clé et qui est fondamentale dans justement cette ce nouveau deal dans l'accompagnement de carrière. On dit souvent aux collaborateurs, est-ce que voilà, vous soyez capitaine de votre carrière, c'est important que c'est à vous de prendre en main votre carrière, etc. Mais si vous ne donnez pas à la fois les outils et le cadre dans lequel ils vont pouvoir adopter cette posture-là, finalement, ça reste un vœu pieux et vous risqueriez de passer à côté de l'objectif. Et c'est vraiment un point important sur lequel je vais insister. Et d'ailleurs, c'est un peu la promesse de Jobmaker. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, et désolé, je vais faire un peu d'autopromotion, mais donc Jobmaker, c'est une boîte qui a été créée par des coachs de carrière à la base qui avaient l'habitude d'intervenir dans les organisations pour proposer des prestations d'accompagnement à la mobilité interne, à la transition pro. Et ce qui a été fait, ça a été de digitaliser toute la partie amont de réflexion personnelle sur ses compétences clés, sur sa trajectoire de carrière, sur sa réalisation phare, sur ses priorités du moment, sur le travail de son pitch, pour justement arriver en entretien de carrière avec une véritable posture d'offreur de compétences versus demandeur d'emploi. C'est que les collaborateurs arrivent en entretien avec un projet et qu'ils ne soient pas là en disant à leur RH, qu'est-ce que tu as proposé, parce que je ne sais pas quoi faire. Et donc, pour ça, c'est important de créer ce cadre qui va permettre justement d'être au plus proche des aspirations profondes de ses collaborateurs. Et Oui, finalement, Arthur, on t'entend de loin. Tu as peut-être actionné tes AirPods ou non, ton j'ai casque. rien touché là. J'ai rien touché du Ok. tout. Mais jamais. Ouais, je pense que c'est ma connexion. C'est mieux là ou pas? On va dire que tu as un son vintage. Plutôt années 90, 95, le son un peu plus vintage. Je vais essayer de me rapprocher de mon micro, mais je suis désolé. Je me rapproche du micro, ça vous faisait avoir mon nez en gros plan. Bon, je vais essayer. Désolé. Je vais falloir s'adapter un peu. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que, voilà, et donc, du coup, le rôle du RH aujourd'hui, c'est vraiment de devenir un partenaire de l'évolution de carrière de vos collaborateurs. Et que dans l'entretien RH, ne pas se dire que le plan d'action qui peut être proposé, ça va être simplement rien, juste parce que vous allez écouter votre collaborateur, ça va permettre d'identifier des leviers d'engagement. Ça peut être aussi d'identifier des formations, d'identifier des promotions éventuelles, ou pourquoi pas un départ aussi, ou une mobilité interne, mais pourquoi pas un départ. Et si la personne s'en va parce qu'elle a fini sa mission et qu'elle va pouvoir se skiller ailleurs et pourquoi pas revenir un jour, c'est aussi préparer l'onboarding de ses collaborateurs, c'est aussi
évidemment aujourd'hui de plus en plus observé. C'est important de faire en sorte que ça se passe bien. En tout cas, pour revenir sur le sujet, donc cette nouvelle posture RH finalement va vous rentrer va créer un nouveau deal gagnant-gagnant entre le RH et les collaborateurs. Ça va vous permettre d'identifier des leviers pour engager vos collaborateurs. Alors, j'ai volontairement barré sur le long terme parce que ça n'a plus de sens aujourd'hui de parler du long terme. D'ailleurs, ça va plus faire peur à vos collaborateurs qu'autre chose a priori, mais plutôt le temps de leur mission. En fait, votre rôle, c'est de faire en sorte que le temps d'une mission qui va durer entre 3 et 5 ans en moyenne, la personne qui est pleinement engagée, là, vous aurez déjà réussi votre rôle en tant qu'RH. Et d'ailleurs, par rapport à ça, certaines boîtes parlent de rétention des talents. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Nous, on est beaucoup plus dans une logique de parler d'engagement et de fidélisation. La rétention est pour nous qu'un indicateur statistique, mais qui ne détermine pas si la personne est épanouie et engagée dans la fonction dans laquelle on lui a proposé. Et finalement, quand on parle d'engagement, on met plus d'ambition derrière, plus que dans la rétention. Finalement, il s'agit simplement de savoir si la personne est partie au respect. Ça vous permet également, du coup, quand vous engagez vos collaborateurs le temps de la mission que leur est proposée, d'assurer la réussite de la mission et donc la performance de votre organisation concernant la mission en question. Et puis enfin, vous, en tant qu'RH, ça fait 15 ans que je travaille dans la Tech, ça fait des années que je vois les RH souffrir un peu de subir des migrations et SI-RH en tout genre dans leur organisation et parfois gérer plus les tâches urgentes que les tâches importantes. Et je pense aussi que votre rôle maintenant, c'est aussi de renouer avec cette vocation de votre mission qui consiste à vraiment accompagner les collaborateurs dans leur évolution professionnelle. Je trouve que ça a quand même plus de gueule que de passer de SAP ou Workday en passant par Appian Santé Compagnie. Même si c'est des très beaux outils, il faut aussi pas oublier d'accompagner ses collaborateurs, ça me paraît le plus essentiel. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, désolé pour le petit accro, mais bon, on tombe sur nos pieds, c'est le principal. Et puis si le son est pas top, je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, je n'ai pas beaucoup de levier là-dessus. Voilà. Je vais te passer la main du coup, Nicolas, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, c'est très bien, mais maintenant, comment est-ce que, d'un point de vue très opérationnel, vous allez pouvoir mettre en place tout ça? Je cherche mes écouteurs, je dis. Ouais. Merci Arthur. Je me rends pas compte de la différentielle de son, donc j'essaie de parler doucement pour pas vous arracher les oreilles quand je reprends la voix en tout cas. En tout cas, merci pour la personne qui a mis la première question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. L'idée, c'est que cet échange reste très interactif ensemble. Donc, vous pouvez les mettre dans l'onglet questions. Du coup, comment est-ce qu'on s'oriente vers cette évolution de posture? Nous, côté Aigo, on constate en fait que cette évolution de mandat RH, il repose sur la maîtrise de 4 briques transverses que vous voyez apparaître à l'écran. Le marketing, la communication, la partie data et automatisation, la partie gestion du changement, change management, et la partie de design, être en capacité de designer des organisations. Alors, excusez-moi, ce sont des termes anglais. La première raison, c'est que ça fait des mots qui sont plus courts et plus impactants parce que l'anglais, ça claque quand même mieux à l'écrit. Et puis, comme je disais, ça fait aussi plus intelligent de mettre des mots anglais, mais enfin, c'est surtout que c'est plus court. Je vous propose qu'on balaye chacune de ces briques. La première, la brique marketing et communication. En fait, l'idée, c'est de venir s'inspirer de ce qui se fait dans tout ce qui se fait côté marketing, où on voit que ça a quand même beaucoup bougé ces dernières années avec les Anglais sont plus intelligents. Non, les Anglais ne sont pas plus intelligents que nous, je vous rassure. On a de très, très bons ingénieurs notamment. Bref, la partie marketing a eu tout un tas de courants et a été assez bousculée ces dernières années avec notamment la partie grosse hacking avec le verre à moitié, enfin, le côté blanc, le côté noir aussi de ces techniques, pour le meilleur et pour le pire par moment. Ainsi, copywriting qui est quelque chose de très tendance et qu'on voit beaucoup en ce moment sur LinkedIn. On voit de plus en plus de ghostwriters, donc des personnes qui écrivent à la place d'autres. C'est une technique aussi de marketing pour amplifier son message. Et un apprentissage aussi important que moi j'ai appris en 12 ans de consulting, c'est que le consulting, en tout cas du consulting réussi, c'est 70% de travail pour le client, 30% à communiquer, vulgariser et être très pédagogue vis-à-vis du client pour faire comprendre le pourquoi du comment on a fait ces 70% de travail. Et c'est vraiment indispensable, ce ratio-là d'expérience. 70% de travail, 30% à le vulgariser et être très pédagogue à communiquer. Et ce que j'ai constaté, en tout cas dans les transformations que j'ai pu mener chez des clients, c'est que ce ratio-là est rarement respecté. En général, je vois plutôt des personnes qui travaillent 100, 120 même % du travail,
avec peu d'efforts mis sur le communication pour rendre tout le travail qui a été fait digeste, compréhensible auprès de toutes les personnes qui sont impactées par ces changements. Donc, première brique à maîtriser, le marketing et la communication. La deuxième, ensuite, toute la partie data et automatisation. L'intention ici, c'est de dire qu'il faut sortir d'une approche que j'ai beaucoup vue aussi, qui est je pense qu'il faut faire ça parce que si, ça, à une approche qui est de j'ai la donnée qui me montre que. Beaucoup plus quantitative et qualitative pour, euh, pour prendre des décisions limiter les biais. Forcément, quand on a tous nos biais, et on le voit beaucoup dans le recrutement, c'est très tendance de mettre en place des entretiens structurés pour venir casser ces biais. C'est pareil dans votre quotidien, pour définir et prioriser vos travaux. On écoute en général ceux qui râlent le plus et ceux qu'on entend le plus. Pour cela, nous, ce qu'on vous préconise, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un Employee Net Promoter Score, ou INPS, qui vise à prendre le pouls 360 degrés auprès de vos collaborateurs et d'avoir un état des lieux représentatif, aussi bien ceux qui sont ronchons, qui font beaucoup de bruit qu'on entend tous les jours, mais que tous les autres, qu'on appelle souvent le ventre mou, qui s'expriment peu ou pas, mais qui ont aussi quand même beaucoup de choses à dire. Donc là, l'intention, c'est de faire des choses anonymes comme ça qui vont faire remonter tout ça du terrain. Et pour toute la partie automatisation, l'idée, c'est de venir optimiser les tâches à faible valeur ajoutée en les automatisant, autant que faire se peut. Alors bien sûr, vous n'allez pas pouvoir tout automatiser. Et l'idée, c'est de se poser la question sur, OK, sur mon process qui fait 15 étapes, si je le découpe et qu'on le découpe en toutes petites actions, peut-être que je peux automatiser 3, 4, 5 étapes. Et avec ça, en fait, ça va peut-être me faire gagner 40% de mon temps. Parce qu'en fait, il s'avère que ce sont en général les tâches à faible valeur ajoutée qui sont souvent assez chronophages et source aussi d'erreurs. Donc là-dessus, il y a eu beaucoup d'évolutions sur des outils de no et de low code qui permettent de gagner en impact et surtout en productivité. Donc j'en ai listé deux, la Zapier qui permet d'interconnecter différents outils ensemble. Votre boîte mail, par exemple, quand vous recevez tel mail de tel expéditeur, automatiquement enregistrer la pièce jointe et la mettre dans tel dossier d'un drive. Ça, c'est quelque chose de très bête et méchant. Et Make qui permettent de faire des automatisations un petit peu plus poussées, là aussi en interconnectant différentes applications que vous pouvez avoir. Ce sont juste deux exemples, il y en a plein d'autres qui existent sur le marché. C'était pour illustrer. Ça, c'était la deuxième brique. Du coup, troisième brique, ce qu'on appelle le change management, la gestion du changement. Là, l'intention, c'est quand vous menez en fait, ce que vous avez à gérer au quotidien, c'est ce qui est le plus dur au monde. C'est le capital humain. L'humain, c'est fantastique, mais c'est aussi extrêmement frustrant parce que c'est rempli de paradoxes. C'est rempli, c'est rempli de paradoxes et ça dit oui alors que ça pense non. Enfin, c'est tout ce qui fait aussi la beauté de ce qu'on est. Et du coup, c'est très compliqué à gérer au quotidien. Pour le gérer au mieux, le change management est indispensable puisqu'il permet de rendre digeste et compréhensible des messages pour différentes populations. Et c'est là où je vous mets aussi toute la partie consultant. En fait, les consultants ont la capacité et c'est la mission en fait du consultant, de rendre digeste un message complexe et de le rendre digeste pour tout public. Un public très opérationnel, un public peut-être de management et un public de direction. Donc là, je fais une segmentation en 3 populations. Par rapport à votre contexte, vous avez sans doute d'autres segmentations, par exemple le public tech, le public produit, etc., etc. En tout cas, pour chaque public, il y a un niveau de discours à avoir, avec à chaque fois une question unique et toute bête et méchante sur laquelle je ramène à chaque fois les personnes, c'est qu'est-ce que toi, tu as y gagné quand je te dis ça, en fait? Si je te demande de changer, si je te demande de faire évoluer des choses, parce que la responsabilité, c'est l'expérience employée et du coup l'organisation et ça va impliquer du changement pour toi. Donc, je vais te demander de sortir de ta zone de confort. Qu'est-ce que toi, tu as y gagné? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et c'est toujours se mettre à la place d'autres personnes et du coup d'adapter son niveau de discours en fonction de ce que l'autre personne a à y gagner. Et on parlait de posture tout à l'heure, Arthur, tu parlais de posture. Ce qui est intéressant, c'est que aussi le consultant, et du coup dans cette posture de change management, il faut, euh, il faut avoir la capacité à jongler entre différentes postures. La posture de formateur, on va venir amener une information descendante auprès d'un public. La posture de consultant, on va venir accompagner, mais par contre faire le travail à la place d'eux. La posture de facilitateur, où là on a plutôt un rôle de catalyseur, où l'idée c'est pas, si j'ai un rôle de catalyseur, de facilitateur, c'est pas à moi de faire à la place d'eux, mais c'est je vais mettre l'équipe ou les personnes dans la bonne dynamique pour qu'ils puissent prendre la décision la plus éclairée, mais ça sera leur décision. Et la posture de coach, qui est une posture en général plus basse, où je vais poser les bonnes questions pour que l'équipe fasse émerger ou les personnes fassent émerger des bonnes réponses. Ok. Ensuite, donc ça c'était pour le troisième. Oui, je m'excuse pour les anglicismes, j'essaie d'en faire le moins possible.
mais c'est une déformation aussi professionnelle dans consulting. On est formaté pour parler anglais, ça donne surtout l'air plus intelligent, c'est vrai. Je vous l'accorde. Troisième et dernière brique, le design d'organisation. L'idée, c'est d'être en capacité de comprendre les modèles d'organisation complexes que ça vient tirer aussi, parce que gérer tout ce capital humain, ça demande de s'organiser, de se structurer, et du coup d'effectuer des découpages. Il y a tout un tas de modèles qui existent. On voit que les équipes produits, c'est quelque chose de assez tendance. En ce moment, tout le monde veut être un petit peu product manager. Les équipes produits, ce sont des équipes qui sont pluridisciplinaires, qui embarquent tout un tas de métiers, potentiellement Scrum Master, les développeurs, les UX, potentiellement les analystes, les QA, etc. Donc ça fait tout un tas de métiers. Et en fait, on se rend compte que pour cette évolution du mandat RH, ça n'y fait pas exception. En fait, quand on voit la complexité et la diversité des sujets à maîtriser, comme les équipes produits, en fait, les équipes RH de demain se doivent aussi d'embarquer différents profils pour maîtriser toutes les étapes de leur mandat. Et ça ferait complètement sens, par exemple, que, je sais pas, au hasard, mais qu'un développeur, sur un temps, pourquoi pas partiel, puisse aider l'équipe RH à venir structurer, automatiser, standardiser, mettre en place de la récupération de données afin d'optimiser et de sortir du je pense que à j'ai la donnée qui me montre que, ou, ouais, ou encore de faire appel à des consultants internes. Ce sont des rôles qu'on voit de plus en plus, notamment dans les grands groupes, qui vont venir, eux, porter ce changement et qui pourraient être du coup rattachés à ce mandat de l'équipe RH. Tout ça pour vous dire que là, je pense que c'est le bon moment pour envoyer le petit sondage pour comprendre déjà parmi les 4 briques que je vous ai présentées. Alors, je vais juste revenir sur la planche. Déjà, comprendre pour vous laquelle est la plus importante et laquelle vous devriez maîtriser aujourd'hui. Je vous les raffiche à l'écran, normalement, ça doit s'afficher. Tac. Tout ça pour vous dire, et pour terminer, te redonner le bâton de parole, Arthur, qu'on voit que la complexité de tous ces sujets, c'est vite un gros sac de nœuds. Nous, le principal conseil qu'on donne aussi aux clients, c'est d'être accompagné. Alors, bien sûr, je prêche pour ma paroisse parce que nous, c'est ce qu'on fait au quotidien à côté Aigo. On accompagne les entreprises à franchir des paliers de croissance sur leur expérience employée pour se démarquer sur leur marché. Mais comme je disais, l'accompagnement, il n'est pas forcément externe. Il peut complètement se faire en interne auprès de collaborateurs qui sont impliqués, engagés, motivés. Pourquoi pas ce développeur qui a un peu de temps libre, qui pourrait nous aider à amener de la scalabilité sur certaines bouts de process qui sont, on trouve aujourd'hui à faible valeur ajoutée. Pourquoi pas aussi recruter du coup un ancien consultant qui va venir chez vous, internaliser du coup, porter avec cette équipe et porter les messages pour gagner en impact dans tout ce que vous allez adresser. Et tout ça pour adresser bien les 4 piliers les 4 briques que je vous ai présentées juste avant. Tout cela vous permet du coup de mieux gérer cette complexité parce qu'on voit que cette complexité est tellement large et vaste qu'en fait, alors, juste, je mets des guillemets, hein, mais juste un mandat, enfin une équipe RH simple, c'est trop limitant pour pouvoir gérer ça. On voit bien que les équipes produits, ça embarque tout un panel de métiers différents pour répondre à ces complexités qui est liée à qu'on va créer un produit qui va nous permettre de créer de la rentabilité pour l'entreprise. Là, vous, l'objectif, c'est de gérer la complexité de l'expérience employée et de l'organisation de votre entreprise. C'est encore beaucoup plus large et complexe. Autre chose, ça vous permet d'amener des changements rapides parce que c'est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir un point de vue et un regard extérieur, que ce soit un consultant externe ou un autre profil de l'organisation qui va venir challenger aussi des choix et des choses qui existent aujourd'hui. Ça permet de retirer un petit peu les œillères. Et là, c'est pour le coup, c'est un accompagnement externe. Ça permet d'avoir un regard neutre et avoir une sorte de tiers de confiance. Ça me fait penser à un client qui nous a sollicité il n'y a pas longtemps, qui est une entreprise de consulting. Ils sont une bonne centaine. Eux, ils sont très employee first dans leur approche. Ils sont extrêmement matures dans leur approche, notamment de la fidélisation. Ils travaillent énormément dessus. Si je devais les mettre sur un baromètre, je dirais qu'ils sont déjà peut-être à 90 sur 100. On ne peut pas faire beaucoup, beaucoup de choses en plus parce qu'ils sont vraiment très poussés. Mais le fondateur de la boîte nous a quand même sollicité parce que il est conscient qu'il a des œillères, il est conscient qu'il y a des biais, mais il aimerait bien justement avoir un regard extérieur pour passer à 91, 92, 93% et encore s'améliorer parce c'est sa conviction en tant que fondateur. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous partager autour de comment s'y prendre pour maîtriser cette nouvelle posture RH, cette évolution de posture même. Arthur, je te rends si tu veux la main et pour le mot de la fin. Ouais, avant de répondre aux questions, je vois qu'il y en a un. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux ou pas? D'ailleurs, j'ai mis les écouteurs là. Est-ce que je suis sorti de ma cave, du coup, ou pas?
T'es beaucoup moins vite, j'étais plus 2010-2015. Là, on est beaucoup mieux. Bon, ça va, je suis monté un peu en grade. Non, juste pour vous dire, bah, en fait, voilà, donc concrètement, on voit que en fait, comme la société, en fait, la fonction RH, en même temps que la société, bah, évolue et est sacrément challengée. Heu, Nous, avec Nicolas, en fait, ce qu'on vous donne, l'opportunité qu'on vous donne finalement, c'est de pouvoir agir sur ces changements et pas forcément les subir. Et souvent, c'est vrai qu'on a tendance à réagir face à des événements alors que finalement on aurait pu les anticiper. Et quand on parle aujourd'hui justement du quiet quitting ou enfin, ouais, désolé pour les anglicismes, hein, mais ou de la grande démission et cetera, je pense qu'il y a vraiment enfin, on fait le constat, mais parfois on reproduit, pour autant on ne fait pas forcément évoluer ces pratiques. Et je pense que voilà, il faut aussi, la fonction RH ne doit pas être les parents pauvres de l'innovation et de l'évolution et à mon avis, au contraire, plutôt les précurseurs, voire même, les anticipateurs pour éviter justement d'avoir à subir ces situations. Il nous reste peu de temps pour répondre aux questions, donc on va y aller tout de suite. Je vois Oui, que vous pouvez donc voter, n'oubliez question pas. Il y a un système de ouais. vote. Vous pouvez voter Il y pour en les a questions quelques-unes. aussi. Donc question de Dean, donc j'ai le sentiment que cette posture de coach est plus facile à assumer pour un talent manager dans une grosse boîte qu'un DRH dans une PME qui combine tous les rôles RH, y compris les aspects disciplinaires. Je suis assez d'accord avec vous, à vrai dire, même si enfin, je pense que toutes les organisations, d'une manière ou d'une autre, peuvent, tendre vers cette évolution, ça c'est clair. Enfin, il n'y a pas de raison que dans une petite boîte, on considère pas, l'évolution des collaborateurs comme dans une grande boîte, ça voilà. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des contextes plus favorables, et plus facilitants, on va dire, pour ce type d'évolution de posture. Mais d'une manière ou d'une autre, en général, ce qu'on observe quand même, c'est que, bah, par exemple, les petites boîtes aujourd'hui qui mettent en place des ATS, les grands groupes l'ont fait il y a 15 ans, quoi, si je fais une analogie. Et que finalement, par ruissellement, ça finira par arriver aussi, de toute façon. Donc, il Moi, n'est pas urgent d'attendre, en fait. Je pense même que quand on est dans une petite boîte ou dans une PME, on peut se poser la question de se dire, bah, comment est-ce que déjà, moi, je pourrais agir vers cette évolution. Voilà, rien ne t'empêche de se poser la question et de commencer à mettre en place des actions concrètes. j'allais dire Il y a juste des à événements Arthur, RH dans pardon. l'année Vas-y, vas-y, je te laisse terminer, qui Arthur. sont obligatoires, les Vas-y. entretiens professionnels, par exemple, on ne peut pas s'en affranchir, qu'on soit une petite boîte ou une grosse boîte. Bah, en fait, pourquoi ne pas faire en sorte que cet événement soit justement l'occasion de le rendre, non pas vécu comme une contrainte purement administrative, mais plutôt faire en sorte que c'est un événement exceptionnel qui fasse justement que bah, c'est l'occasion d'avoir cette posture-là lors de cet entretien-là, par exemple. Nicolas. J'allais dire, je vous encourage, Dean, quand même à avoir un minima cette posture parce que ça vous permet aussi de diluer la responsabilité des actions que vous allez prendre et des choix que vous pouvez prendre au quotidien dans l'organisation. Parce que sinon, si vous êtes que dans l'approche consulting, en tout cas prescriptif, c'est votre responsabilité, ça risque de vous retomber dessus. Que le choix soit bon ou pas bon, enfin, peu importe. De toute façon, tout est gris. Mais l'idée là, c'est que dans cette posture coach, en fait, la décision, elle vient du collectif. Elle vient de la personne qui est, en tout cas, peut-être du comité de direction. En fait, du coup, la responsabilité, en fait, c'est pas que la vôtre, c'est avant tout celle du comité de direction, si je continue mon exemple, parce que c'est lui qui a pris cette décision, où vous avez juste posé les bonnes questions qui ont permis de, du coup, trouver ce chemin de pensée avec ces convictions qui amènent, OK, on prend cette décision-là aujourd'hui, mais on y va tous ensemble. C'est une décision collective, c'est pas juste la vôtre, Dean. Et ça permet du coup de diluer la responsabilité et ça permet aussi de gérer du coup en conséquence la partie gestion du changement. Parce que forcément, quand on dit OK, on y va, on va pas dire qu'on a on a pris une mauvaise décision. On y va, quoi, tous ensemble. Question d'Inès, très intéressante. Je te laisserai répondre en premier, Nicolas. Quels Quels seraient seraient, selon vous selon les vous, sujets à les traiter en sujets à traiter priorité? en priorité pour une RH venant d'arriver, en créant la fonction seule? J'irai sur ChatGPT déjà, non, OK. je plaisante. Non, non, Alors là, vas-y, typiquement, on est Nicolas. dans l'exemple, il faut pas tomber dans le je pense que. Il faut aller prendre la température. Donc en qualitatif, je préconiserais de faire quelques interviews one-to-one avec des collaborateurs ou collaboratrices de l'organisation à tous les niveaux pour prendre le pouls et essayer de faire remonter des signaux faibles. Dire, ah tiens, c'est intéressant, c'est la troisième personne que je rencontre qui me parle du manque le manque de vision en fait de l'entreprise. Donc, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et après, de diffuser un sondage plus large à l'ensemble des collaborateurs
en allant creuser de façon plus fine, en fait, tiens, à quel point sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous pensez que la vision est claire au sein de votre organisation? Qui va permettre de voir, parce que vous avez capté qu'il y a ce sujet peut-être sur la vision qui est pas super clair, et du coup, après, à prendre un pouls exhaustif sur ce sujet pour avoir une perception, du coup, représentative de ce qui se passe. Et effectivement, peut-être que la note qui va ressortir sera peut-être un, je sais pas, un 4, 3,5 sur 10, et dire, ah, là, clairement, on a un sujet, parce qu'on se rend compte que la moyenne, elle est plutôt autour de 7 sur 10 sur les autres thématiques que vous avez sondées. Ça permettra du coup de mettre en avant des aberrations qui ressortent. Donc là, clairement, on n'est plus dans le je pense que, mais j'ai la donnée qui montre que. Ouais, il faut avoir une approche terrain, factuelle et empirique, quoi. Ouais, ouais. Question de Oui. Dean, vous parlez de maîtriser des techniques. La posture de coach n'est-elle pas plus une question de soft skills du RH? Alors évidemment, les soft skills, si on a des prédispositions naturelles à ça, vont être facilitantes. Néanmoins, on peut toujours quand même apporter, déjà opérer une prise de conscience. Et puis nous, en tout cas avec John Maker, ça nous arrive parfois de former des coachs à la nouvelle posture RH, enfin, pardon, des RH, excusez-moi, à la nouvelle posture RH. Et ce que ça implique justement d'avoir ce nouveau deal avec des collaborateurs. Et il y a des choses qui peuvent s'enseigner, se comprendre, des techniques à appréhender. Évidemment, ce sera facilité par des prédispositions naturelles à avoir cette posture-là, c'est clair. Néanmoins, ça n'empêche pas de pouvoir transmettre des connaissances et des compétences et du hard skills, en l'occurrence, de la méthode, pour avoir cette posture-là. Parce qu'on parle bien de méthode aussi. C'est pas que une intuition, c'est vraiment c'est concret, quoi. Ouais, complètement d'accord avec toi, Arthur. Je pense que c'est un public qui se fait assez peu coacher. En tout cas, je le vois très Mmh. peu en pratique et qui devrait beaucoup plus se faire coacher parce que on a tous à gagner à se faire coacher. Par exemple, même nous, on se fait coacher hein, côté Ego. Je suis un des fondateurs et tous les deux fondateurs, on se fait coacher au quotidien pour avoir un regard croisé en fait parce que on sait qu'on sera le premier frein à la croissance de l'entreprise. Les cordeliers sont souvent les plus mal chaussés. Souvent. Question de Bertrand. Je pense que ça peut s'adresser à nous deux, hein. Avez-vous un exemple concret de déploiement? Bon, il n'y a pas eu beaucoup de suffrages, alors on va peut-être passer, très rapidement, si on moi juste, Oui, tu peux les classer, Arthur, par vote en j'ai haut. alors vas-y. Après, c'est Dean, encore 3 votes. Vous parlez de maîtriser des techniques. Là, La si on vient posture de on coach vient d'y répondre là. n'est-elle pas plus une question de soft skill du RH? Alors, c'est une petite subtilité, mais on voit que Dean, en fait, Dean, oui, j'ai l'impression que tu es coach, en fait, oui, c'est ça. Heu, Enfin, ensuite pour moi, il faut maîtriser plusieurs postures. Mais je propose qu'on ouais, oui, avance, parce non, que pour moi, on est un petit peu répondu. ouais. Ok. Donc ensuite, question de Vous Bertrand. enverrez des docs. Attendez, est-ce Alors, qu'il y en a d'autres ou pas? il Comment? y a Inès, je vois, vous enverrez des docs pour faire suite à nos questions et réponses. Moi, je peux vous envoyer 2 liens. Le premier lien, c'est le lien d'un livre blanc qu'on a écrit pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'expérience employée aujourd'hui et comment ça se matérialise et comment s'y prendre. Donc, vous allez retrouver des concepts qu'on a abordés un petit peu aujourd'hui. Et l'autre lien, c'est un lien vers une newsletter qu'on publie, que Morgane fait très bien chez nous toutes les 2 semaines avec des conseils actionnables et concrets. Je peux vous envoyer ça dans le chat là. Moi, j'ai quand même envie de répondre à la question de Bertrand, hein, sur l'exemple concret de Mhm. déploiement parce qu'en fait, souvent alors moi, je vais parler du cas Enedis, par exemple, qui est assez intéressant pour nous, où finalement, chez Enedis, donc qui est a priori qui est un grand groupe, vous connaissez bien, plus de 10 000 collaborateurs et en fait, ils ont, décidé pour les collaborateurs qui font des vœux de mobilité, de les forcer à passer par, JobMaker, à les forcer, en fait, de passer par cette phase d'introspection où justement ils sont obligés de réfléchir à leurs compétences clés, leur trajectoire de carrière et d'adopter cette véritable posture d'offreur de compétences en entretien RH. Ce qui fait que, du coup, les collaborateurs, quand ils arrivent en entretien, ils arrivent avec leur synthèse, ils vont pouvoir partager de manière authentique leurs réflexions avec leur RH. Et finalement, ce qu'on observe, c'est qu'au départ, ça peut paraître un peu coercitif comme ça, parce que c'est très clair, hein, si les collaborateurs ne vont pas faire ce travail-là en amont, ils ne sont pas reçus en entretien. Donc, au moins, comme ça plante le décor. Et ben, finalement, c'est là où on a les meilleurs retours utilisateurs, c'est là où la solution est la plus appréciée aussi. Enfin, c'est ces contextes-là, parce qu'on a d'autres clients qui fonctionnent de cette façon également. C'est pour vous dire que finalement, quand on parle de solutions digitales, etc., il faut pas hésiter à avoir un peu une dose de coercition aussi dans ce qu'on met en place, parce que si on ne compte que sur la bonne volonté des gens, parfois on peut passer à côté des objectifs. Donc c'est important aussi, à la fois d'offrir un cadre, mais aussi de forcer les gens à rentrer dans le cadre, parce qu'on sait aussi qu'in fine, ça va leur permettre, ça c'est pour leur bien d'une certaine façon. Ouais.
Et moi, en complément, j'aurais envie de dire pourquoi pas Bertrand, parce que effectivement, Google qui ont été des précurseurs pour faire cette évolution de mandat RH, donc c'était en 2006, donc il y a 17 ans maintenant, ça va vite. Mais au début, quand ils se sont lancés, eux, ils ont fait la règle des tiers. En fait, ils ont fait un tiers dans leur équipe RH, hein, à l'époque. Ils ont fait un tiers de RH classique, un tiers de consultants de grands cabinets et un tiers de psychologues et de doctorants en psychologie, en fait, pour être en capacité de créer des abacs, des modèles d'études comportementales poussées, etc. Et c'est ces trois métiers avec lesquels ils se sont lancés pour structurer leur approche autour du People Operations, du coup, cette évolution du mandat RH à l'époque. Donc pourquoi pas? On voit qu'on atteint l'heure qu'on s'était fixée. Il y a une dernière question d'Adama qui, je pense, est adressée à Jumpmaker sur justement la digitalisation permettant de préparer le collaborateur en son entretien annuel de performance. Alors, Adama, je me permettrai de vous recontacter après le webinaire parce que là, ça demande un peu plus ça demanderait un peu plus d'étoffer un peu plus la réponse. Et puis, je vois que le temps passe aussi. Mais donc, je me permettrai de de vous appeler pour vous proposer, si vous voulez, un entretien. Comme ça, on prendra le temps ensemble de rentrer un peu plus dans le détail. Si vous avez laissé vos coordonnées lors d'inscription, normalement, c'est le cas. Je devrais pouvoir vous recontacter assez facilement. Donc, je me permettrai de le faire puisque le webinaire arrive à son terme. En tout cas, je vous remercie vraiment, mais à tous et toutes, pour votre participation, les différentes questions que vous avez posées. Je vous dis à chaque fois, je le constate, il y a toujours plus en plus de monde à nos webinaires, donc ça nous conforte, et c'est toujours, enfin, ça fait vraiment plaisir de le constater. Donc on va poursuivre l'effort. Il y en a un autre le mois prochain. Je crois que Nicolas en fait un bientôt aussi. Oui, Donc voilà, écoutez, on est toujours content de pouvoir vous partager nos visions et puis, et d'échanger avec vous sur ces sujets RH qui nous animent tous aujourd'hui. et au plaisir d'avoir croisé du coup en ligne ou en vrai, en fait. Et voilà, et Mais puis bon, si en vrai, en c'est tout bien cas, aussi. on aura sans doute l'occasion de rééchanger par la suite, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez en savoir davantage aussi sur ce qu'on propose. Top. Bah, merci beaucoup. Passez une super journée, Merci une super Nicolas. semaine et au plaisir et Merci à Nicolas, très j'ai pris vite. beaucoup de plaisir à faire cet événement avec toi. Et puis bonne Partagez, chance Arthur. pour tes événements à venir. Ouais, merci. Merci. À bientôt. À bientôt, salut.